à tous et bienvenue dans Délivrez-nous, sous le soleil amiénois s'il vous plaît. Dans un instant, nous serons à la librairie Martel en compagnie de Patrice Lecomte, réalisateur et scénariste auquel on doit plus d'une trentaine de films, aussi célèbres que Les Bronzés, Le mari de la coiffeuse, Ridicule ou La fille sur le pont. Mais c'est aujourd'hui Patrice Lecomte, écrivain, que nous recevons dans cette émission. Il publie son deuxième roman aux éditions Albin Michel et ça s'appelle Rivabella. Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Avec Rivabella aux éditions Albin Michel, vous nous faites partager environ un mois de la vie de Tony Garbeau, un magicien que sa femme et partenaire Suzy laisse tomber en pleine tournée sur la côte normande pour un chanteur pseudo-argentin, Ottavio Abasto. L'histoire, somme toute, c'est un grand classique. Cette histoire, c'est un grand court-circuit, quoi. Un grand court-circuit sentimental. Parce que si cette femme est partie pour un autre, et parfois les femmes elles partent pour d'autres et elles partent pour des cons, elle aime toujours son mari magicien dont elle était la partenaire en effet. Mais le fait de partir, c'est comme de lui donner une leçon, c'est comme de lui dire pourquoi si tu m'aimes, tu ne me le dis plus. Un électrochoc. Et au travers de cette histoire de music-hall, de plage, de fantaisie, de légèreté, c'est une histoire effectivement qui pourrait être traitée de manière très noire, enfin en tout cas assez préoccupante, bien sûr, Oui. mais que j'ai voulu traiter de manière presque désinvolte, alors que ça raconte un truc vachement important et qui moi me concerne, nous concerne tous, c'est-à-dire que n'oublions pas de prouver aux personnes avec lesquelles on vit, n'oublions pas de leur prouver qu'on les aime. Oui, c'est la morale de l'histoire, s'il devait y en avoir. Entre les lignes, c'est ça, oui. Pour Tony, c'est donc le chaos. Il réagit comme il peut, en ingurgitant des doses de vodka de plus en plus massives. Vous écrivez, il y a des circonstances de la vie qui, bien que banales, hélas, ne peuvent que vous inciter à lâcher la rampe. N'importe qui peut être amené à plonger dans ces cas-là ? C'est-à-dire que lui, il fait une tournée des plages, des casinos, avec un numéro de magie, mais sans sa partenaire, donc il va falloir qu'il se débrouille pour retomber sur ses pieds, puisque sa partenaire, la belle Suzy, qui est sans doute la plus belle femme du monde, l'a quitté. Et vous savez, je ne vous apprends pas grand-chose, mais dans les chambres d'hôtel, il y a des mini-bars. Et quand vous avez d'un seul coup un petit coup sur la cafetière en vous disant que vous n'avez plus le moral, quoi. Enfin, je dis vous, moi, enfin, Tout à chacun. Quand Tony Garbeau n'a plus le moral, ben, c'est assez facile d'ouvrir le mini-bar, puis de voir ses petites fioles, et puis de commencer à y goûter. Et puis la pente, elle n'est pas sauvage, mais elle est pentue quand même. Ouais, c'est une béquille. Surtout quand on ne va pas fort, qu'on n'a pas le moral et qu'on essaye de tenir le coup, parce que ce n'est pas du tout pour défendre la consommation d'alcool et de vodka en particulier, pas du tout. Mais le livre n'est pas sponsorisé par Smirnoff ou d'autres, mais c'est vrai que les alcools forts, les alcools blancs peuvent atténuer les tristesses en tout cas. Anesthésier. Non, mais ça anesthésie un peu, oui. Vous écrivez, il n'est pas confortable d'être cocu dans la vie courante, mais c'est largement pire dans un grand hôtel où tout se sait, parce que le pauvre Tony, en plus de devoir assumer sa douleur bien naturelle, il doit faire face au regard des autres. C'est-à-dire, vous savez, quand on est l'acteur infortuné d'une séparation, vivre cette infortune est très très difficile, parce que sans être parano, quand vous vivez un truc vraiment odieux, dur à supporter pour vous, et un truc très personnel, vous avez l'impression que c'est marqué sur votre front. Et quand vous arpentez les rues d'Amiens ou d'ailleurs, ou de Rivabella ou d'Aromanches, où vous voudrez, c'est comme si tout le monde était au courant de votre infortune, ce qui est évidemment faux, mais il doit y avoir quelque chose dans votre démarche, dans la manière que vous avez de vous voûter, de plus croire de la même manière à l'avenir, de plus sourire à la vie. Il doit y avoir dans ce comportement quelque chose qui signifie « tiens, cet homme-là est en train de vivre un truc ». Alors dans un hôtel, évidemment, c'est encore pire, parce que quand vous êtes client d'un hôtel en couple, et d'un seul coup vous êtes plus en couple mais tout seul, tout le monde est au courant. Et là, vous imaginez que sur votre passage, les gens disent « il a été quitté par sa femme ». Une parano qui s'installe. Affreux. Une petite phrase assassine, comme vous dites, revient comme un leitmotiv dans l'esprit de Tony et dans le roman. C'est à cause de toi, ma chérie, que je suis dans cet état. Vous évoquez aussi l'alibi de son moral à zéro. Le fait de se trouver des excuses, c'est un symptôme caractéristique chez une personne qui boit comme ça. Oui, c'est-à-dire que c'est drôle parce que la consommation d'alcool, elle est soit festive quand on va bien, qu'on veut fêter des trucs, et soit elle est un peu désespérée aussi quand on est vachement malheureux.
parce qu'encore une fois, ça anesthésie les peines. Et s'il se met délibérément dans cet état-là, dans ce sale état, s'il lâche la rampe alors qu'il a un spectacle à assurer tous les soirs, donc il faut qu'il fasse gaffe quand même aussi, parce qu'il assure son spectacle, même quand il est un peu bord cadre, eh bien il en rend odieusement responsable sa femme. C'est-à-dire qu'en effet, si sa femme n'avait pas quitté, il n'en serait pas là, sauf que s'il avait su l'aimer, elle ne se serait pas barrée. Ouais, c'est vrai. Vous écrivez, on traite toujours les cocus comme de grands brûlés. Ce qu'ils sont, c'est indéniable. On a tort. Vous n'êtes pas un peu dur? C'est-à-dire que, non, vous savez, quand quelqu'un, dans la vie, quand quelqu'un est l'acteur d'un grand malheur, mais qu'il soit un grand brûlé, ou que sa femme l'ait quitté, ou que sa famille est périe dans un accident de chemin de fer, ou je ne sais pas quelle chose affreuse, quoi. Malgré soi, on adopte un comportement qui n'est pas un comportement juste. On se met à parler à ces gens-là comme à des petits-enfants. Ça va aller? Oui, t'inquiète pas, etc. Alors que, quand on est très malheureux, on aurait envie que les gens en face vous traitent normalement, comme ils le faisaient avant, et ne prennent pas d'un seul coup des pincettes et des gants, comme si vous étiez un grand... Non, je crois que c'est assez juste. D'un seul coup, il y a une espèce de bienveillance exagérée de la part de l'entourage, en disant, vous savez qui... Allons-y, mollo, bonjour. Qui ajoute finalement à la... Et ça, c'est cette espèce de miel, et parfois par maladresse, et parfois un peu dégueulasse, je trouve. C'est vrai. Tony fait une rencontre qui va l'aider à sortir la tête de l'eau, au moins en partie, celle d'une jeune journaliste de radio. Elle lui rend l'estime de lui-même, finalement? Oui, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle se dit, cette jeune Caroline Lachenay, qui n'est pas farouche, et qui est assez roulée, qui est journaliste à Radio Côte de Nacre. C'est pour ça qu'elle a de jolies dents. Elle travaille à Radio Côte de Nacre. Et d'un seul coup, elle est prise ni d'amour ni de pitié, mais elle est prise d'affection pour ce type-là, car elle le sent complètement à la ramasse. Elle s'intéresse à lui, elle fait une interview de lui, elle voit qu'il ne va pas bien, et elle essaye de l'aider à aller mieux, en lui suggérant des pistes possibles pour continuer son spectacle malgré tout, sans sa partenaire. Et elle est précieuse, cette fille-là, parce qu'elle n'est pas là pour faire partie de sa vie à lui, elle n'est pas là pour se l'annexer ou que sais-je, elle n'est pas là pour vivre une aventure, elle est là pour l'aider, sincèrement. Alors il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a de la sensualité, du désir, bien sûr, il y a du trouble, évidemment, mais ce n'est pas la finalité. Elle est là vraiment pour lui filer un coup de main. Le paradoxe, c'est donc que Tony, qui a touché le fond, fait un carton avec son nouveau spectacle d'hypnose. C'est le ressort des artistes, le spectacle qui continue comme ça, quoi qu'il arrive. Ah, le fameux show qui must go on. Comme vous dites, ça, très bien, comme vous écrivez. C'est vrai que, vous savez, quand vous êtes entraîné pour des raisons, pour des noirceurs, quand vous êtes entraîné au fond de la piscine, toute piscine a un fond. Alors il faut le sentir un coup et savoir donner le fameux coup de talon qui vous fait remonter vers la surface. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais il faut simplement savoir et admettre que la vie est maritime. Je ne dis pas ça parce que ça se passe au bord de la mer, mais c'est vrai que la vie est maritime parce qu'il y a des creux de vagues et que ça nous arrive à tous. Il y a des creux de vagues plus ou moins creux, mais ça nous arrive à tous d'être au creux de la vague, mais il faut simplement se dire que ça va remonter. Et il ne faut pas trop se miner quand on est en haut. Il faut savoir que ça peut redescendre. Ça va retomber. Il ne faut pas craindre le moment où ça va redescendre. Il faut profiter du moment où c'est en haut. Et quand on est en bas, se dire oh, ça va aller un jour. Un jour. Tony, bien sûr, est hanté par le souvenir de Suzy, mais ce qui lui revient surtout, c'est Suzy en scène, comme vous l'écrivez. Pas l'épouse ni la mère de sa fille, mais Suzy, la partenaire de magie. Est-ce que finalement, cette collaboration professionnelle n'a pas contribué à tuer leur couple? C'est possible que ça ait tué un peu le désir, parce que je ne suis pas sûr que ce soit merveilleux de travailler en couple ensemble. Là, en l'occurrence, un prestidigitateur avec sa femme pour partenaire, ils ne se quittent jamais, ils mettent au point des nouveaux numéros ensemble, ils répètent les choses, et puis quand ils ont recueilli les applaudissements, ils vont dîner ensemble, et puis ils vont à l'hôtel ensemble, ils font la route ensemble pour voilà, ils sont tout le temps ensemble. Et c'est dangereux d'être tout le temps ensemble, parce qu'on peut s'y habituer. Alors que si on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble, il peut y avoir encore des enchantements et des surprises à se redécouvrir, à se raconter ce qu'on a fait quand on n'était pas ensemble. Là, ils n'ont rien à se dire puisqu'ils ne sont pas quittés. Donc c'est possible que ce soit, c'est pas une loi, hein, et puis je ne suis pas Ménie Grégoire ni Mireille Dumas,
Donc je ne suis pas en train de raconter comment faire pour que votre couple tienne, mais ce n'est pas impossible que le fait d'être tout le temps ensemble soit un peu le début de l'habitude, ce qui est le commencement de la fin. C'est vrai. Vous ne faites pas de cadeau à Ottavio Abasto, le chanteur d'orchestre de Casino qui est devenu l'amant de Suzy. C'est le parfait loser, un cliché ambulant. Comme vous dites, on se demande ce qu'elle lui trouve et vous posez la question, est-ce que l'amour rendrait aveugle? Est-ce que l'amour rendrait con? Qu'en pensez-vous? L'amour rend aveugle, ça c'est sûr. Et con alors? Sourd parfois aussi. L'amour peut rendre un peu con aussi. Parce qu'on est dans cet aveuglement... Mais c'est une connerie délicieuse. Enfin, je veux dire par là que dans cet aveuglement amoureux, les coups de foudre vous embarquent ailleurs, vous ne savez même plus sur quelle planète vous êtes, vous pouvez faire toutes les bêtises du monde. Au nom de l'amour et du coup de foudre, oui, bien sûr. Oui. Mais cette Suzy, je suis pas sûr qu'elle soit follement amoureuse de son chanteur de charme frelaté. Il y a des petits indices au fur et à mesure du livre où on sent... Oui, on sent que ça ça va peut pas durer. Non, mais c'est une femme trop exceptionnelle pour qu'elle ne se lasse jamais de ce type, quoi. Faux chanteur argentin. Du Pas-de-Calais. Oui, chanteur argentin du Pas-de-Calais, en effet. Donc, il s'appelle Ottavio Abasto, comme moi je m'appelle. Je ne sais pas comment d'ailleurs. Voilà, donc, il n'est pas plus argentin que vous et moi. Voilà. Et les seuls mots d'espagnol qu'il connaisse, c'est les paroles de Bésame Mucho. Mais sinon, il est incapable de... Donc franchement, et pardon pour Ottavio Abasto, je m'en fiche puisqu'il n'existe pas, donc c'est vrai que c'est un con. Oui, c'est ça. Mais elle est partie avec lui, encore une fois, pour donner une espèce de leçon, un signal. Pour faire un électrochoc à Tony Garbeau. Et puis elle est partie avec lui parce que ce mec s'est dansé, il a su la prendre dans ses bras, il a su lui susurrer 2-3 trucs charmants à l'oreille, et puis voilà. Il était là au bon moment. Lorsqu'enfin Tony se décide à refaire une affiche de spectacle sans sa femme, Suzy est en proie à une violente migraine. Être virée de l'affiche semble agir sur elle par télépathie. Ou bien alors c'est pure coïncidence. Vous croyez à ce genre d'interaction un peu mystérieuse entre les êtres? Oui, je crois pas aux sciences occultes et tout ça, mais je crois vraiment à la transmission de pensée, à la télépathie, à ces choses qu'on ressent très fort et que quelqu'un d'autre va ressentir à 1 mètre ou à 100 km au même moment. Et pas uniquement entre les frères jumeaux, tout ça. Non, mais les gens qui ont une communauté, une complicité d'esprit, une intimité d'esprit, ça, je suis sûr de ça. Et d'ailleurs, ça me joue presque des tours parfois, des tours panda, parce que j'ai l'impression que certaines de mes pensées, j'ai l'impression que mon crâne est poreux. Alors, non, mais sans blague. En rentrée ou en sortie? Les deux, en général. C'est-à-dire qu'il m'arrive de penser à des trucs, mais pas forcément des choses inavouables, c'est pas ce que je veux dire, mais de penser à des trucs, avoir des pensées noires ou sombres ou joyeuses et tout ça. Et la personne avec qui je vis, ma femme en l'occurrence, j'ai l'impression qu'elle lit ça tout de suite. C'est embarrassant, quand même. Un petit peu embarrassant de temps en temps. Oui, vachement. Oui. Enfin, bon. Vous avez un talent particulier pour les descriptions. Par exemple, la plage de Rivabella, en quelques phrases, vous nous la donnez vraiment à voir. Ça aide d'être scénariste aussi? Ben, ça aide d'être scénariste ou d'être cinéaste, oui, sans doute. Mais ça aide d'être curieux de tout et observateur. C'est que j'aime bien les images, j'aime bien me gaver d'images. J'aime bien faire attention au monde qui m'entoure. J'aime bien ouvrir les yeux sur le monde qui m'entoure. Et de savoir plus ou moins adroitement le transcrire, le retranscrire, ben, je ne sais pas, j'ai le goût de ça en tout cas. Voilà. Puis les plages normandes sont des grands souvenirs. En plus, les plages normandes n'ont pas de secret pour moi. Je connais chaque grain de sable. On sent aussi poindre le réalisateur cadreur de temps en temps dans le livre, même dans le vocabulaire. Paupières pesantes, voix pâteuse, flot intermittent, bague de mise au point tournant dans le vide. Vous avez des qualités littéraires, c'est sûr, et vous avez quand même des réflexes. Ah, ben c'est très technique. Oui. Bien sûr, quand l'image devient floue, pour un cinéaste, c'est une catastrophe. Alors pour un prestidigitateur aussi. Donc effectivement, vous savez, cette fameuse bague de mise au point, c'est pas très technique, hein, parce que tout le monde a fait la photo, puis il faut faire le point, quoi. Ben, lui, comme il est un petit peu barré, quoi, avec un mélange d'alcool costaud, il sent qu'il ne peut plus faire le point. Mais enfin, je trouve que c'est une image très juste, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir un petit coup dans le nez, de se dire « oh là, hop, 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 hop », et de ne plus arriver à faire le point.
Moi, je peux faire le flou facilement, il suffit que je retire mes lunettes, mais quand j'ai mes lunettes et que j'arrive plus à faire le point, je m'inquiète. Là, il y a un petit souci. Vous avez toujours un vrai sens de l'humour et de la formule dans ce livre. À un moment, par exemple, on trouve Tony encadré de 2 directeurs de casino enthousiastes, comme un exemplaire unique coincé entre 2 serre-livres. Toutes ces formules, c'est quelque chose que vous travaillez ou c'est complètement naturel? Et ça m'amuse d'écrire comme ça, c'est-à-dire que ça m'amuse de trouver des images, des mots qui s'entrechoquent. Enfin, ça va vous sembler très prétentieux, pardonnez-moi d'avance, mais ça me plaît de ne pas écrire n'importe comment. Mais c'est très bien écrit. Voilà, parce que... Et puis c'est ce qui donne la légèreté au livre, parce qu'on est quand même dans une situation assez dramatique, et finalement, voilà, c'est affreux, mais la façon dont vous le traitez, avec ces formules, donne quand même le sourire au lecteur. Oui, mais c'est un peu comme le fait de ne pas pouvoir me départir d'une certaine forme de fantaisie ou de légèreté, même en racontant des choses affreuses. Je ne pourrais pas raconter le tsunami japonais avec ce style Prime Sautier. Non, rassurez-vous. Il y a des degrés. Je ne traite pas tout en dérision. Mais je ne traite pas non plus Tony Garbeau et ses mésaventures sentimentales en dérision. Mais j'ai envie de parfumer tout ça de quelque chose de... Oui, qui est de l'humour, du décalage. C'est votre style. À un moment, votre héros Antoine, dit Tony Garbeau, se rend dans un salon de coiffure. Impulsion, douce des mains de la coiffeuse, respiration tout près de l'oreille, souffle dans le cou, parfum discret, moment suspendu. C'est une scène très sensuelle qui rappelle un autre Antoine, celui du mari de la coiffeuse. Oui. Quand même, alors est-ce que c'est un clin d'œil délibéré ou est-ce que vraiment c'est un fantasme chez vous, la coiffeuse? Alors, c'est vraiment un fantasme. Les coiffeuses, les cheveux courts, enfin tout ce beans-là. Enfin, je suis un artiste capillaire. Et quand j'ai écrit ce passage chez la coiffeuse, avec Tony Garbeau qui se fait juste rafraîchir, et il n'y a personne dans le salon, j'ai été à la relecture pour le rayer en me disant bah non, attends, tu rabâches, tu radotes. Et j'ai demandé conseil à l'éditeur qui s'occupe de moi chez Albin Michel et qui m'a dit mais non, c'est très bien parce que les gens qui ne connaissent pas le mari de la coiffeuse, pour eux ce sera délicieux et ceux qui connaissent ce sera amusant aussi parce que ce sera comme un clin d'œil. Donc c'est pas... Mais délibérément, oui, c'est vrai que c'est un peu un fantasme. Et d'un autre côté, je me dis tiens... non pas une autocitation, mais un clin d'œil à ce film, ça m'amusait. J'ai eu peur, mais c'est resté. Oui, c'est très bien. Vous dites que faire des films ou des livres, c'est le moyen de vivre par procuration. Vous auriez aimé être un artiste de music-hall à la Tony Garbeau? Je ne sais pas si j'aurais aimé être un artiste de music-hall comme Tony Garbeau. La magie, la prestigitation m'enchante et me fascine. Je suis très, très, très client de ça. J'admire énormément ces hommes ou ces femmes qui, seuls dans la lumière, nous émerveillent et avec un truc dont on se dit mais comment a-t-il fait? Ça me transporte. Donc j'ai infiniment d'admiration pour eux, pour ces gens-là. Parce qu'en plus, ils font un métier presque dérisoire, prestigieux et dérisoire. Prestigieux parce qu'on ne comprend rien de ce qu'ils font, comment ils inventent ça, et dérisoire parce qu'un type qui tout seul chez lui se dit comment je peux faire disparaître ce fauteuil et rester assis malgré tout et travaille là-dessus, c'est dérisoire. C'est-à-dire que même si un type ne réfléchit pas à ça, le monde continue à tourner. C'est juste pour un peu de poudre de perlimpinpin devant vos yeux. Mais j'aurais jamais pu faire ça, je crois pas. Non, j'ai beaucoup d'admiration, mais j'aurais pas pu. J'aurais pas pu être acteur, par exemple, voilà. Et être seul dans la lumière. À livrer quelque chose. Non, je préfère être vraiment de l'autre côté, écrire des aventures, faire des films, répondre à vos questions. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Vous prenez vraiment le lecteur à témoin dans ce livre. Vous établissez une relation de proximité avec lui. Ça vous change du cinéma, cette intimité? C'est précieux, cette intimité, parce que le phénomène de l'écriture n'est pas complètement étrange. Enfin, je ne suis pas totalement étranger. J'ai écrit des tonnes de scénarios, enfin des tonnes, un certain nombre. Mais quand on écrit un scénario, il n'y a pas dans l'écriture même cette intimité avec le lecteur. Écrire un livre, c'est un truc magique. C'est grisant. Il n'y a pas besoin de vodka, là, pour le coup, parce que cette griserie, elle est liée au fait que ce que vous êtes en train d'écrire, pas plus à la main, ni avec 10 doigts d'ailleurs, ce que vous êtes en train d'écrire, vous savez que le jour où le bouquin sera publié, c'est exactement ces mots-là, sans intermédiaire, qui sera lu par la personne. Donc, il y a déjà un lecteur, enfin des lecteurs virtuels, avec lesquels on se tricote une intimité formidable, quoi. Moi, je me suis jamais pris, d'abord, je me suis jamais pris pour ce que j'étais pas, et en tout cas, je me suis jamais pris pour Victor Hugo, Chateaubriand, donc je suis pas un écrivain. J'écris des livres et ça me plaît follement. Mais
quand j'écrivais Riva Bella ou le livre d'avant, de savoir que voilà, quelqu'un allait lire ça, tourner les pages, j'en avais conscience, quoi. Et c'était très plaisant, c'est une idée très plaisante. Vous allez continuer alors, a priori. Oui. 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 J'ai écrit un livre qui s'appelle J'arrête le cinéma, j'aurais pu en écrire un autre qui dit Je continue la littérature. Voilà. Et le cinéma alors, vous continuez? Il y a une actualité là prochainement cette année. Oui, je continue, oui. Non, mais vous savez, ce livre d'entretien qui s'appelle J'arrête le cinéma, il faut bien trouver un titre, qui accroche un peu, qui soit provoquant, parce que si vous appelez un livre Ma vie, mon œuvre, les gens s'emmerdent. Et là, J'arrête le cinéma, au moins les journalistes, ils ont une première question à poser. Ah bon alors? Ils s'en sont pas privés. Voilà. Et donc le cinéma, prochain film? Prochain film, c'est un film qui sort le 4 mai. C'est un film auquel je tiens beaucoup, très personnel, très sentimental, assez sensuel, qui s'appelle Voir la mer, avec 3 acteurs qui sont des trentenaires, qui ne sont pas des gens connus. Clément Sibony, Nicolas Giraud et Pauline Lefebvre. Voilà. Oui, les visages. Et j'ai aimé faire ce film. C'est un film avec un petit budget, quand on tourné sur les routes, avec une toute petite équipe. Un peu d'intimité quand même dans ce film-là. Oui, bien sûr, plus que... largement. Oui. Très bien. Bah, écoutez, on ira voir ça au cinéma. J'espère. En attendant, Riva Bella, aux éditions Albin Michel, un livre qui fait du bien. Voilà. Merci beaucoup. Simplement. Merci à vous, Patrice Lecomte. Merci. Patrice Lecomte a commencé sa carrière dans la bande dessinée, au journal Pilote. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, ça nous offre une transition toute trouvée pour la suite de cette émission. Il va être question de BD, en effet, avec Accords sensibles, dont le scénario est signé Régis Sautière. Nous l'avons rencontré. Amateur de la ligne claire, de jazz ou des années 50, ne manquez pas Accords sensibles aux éditions Glénat, un album de BD tout en élégance dont le dessin est signé Antonio Lapone et le scénario Régis Sautière que nous avons rencontré à la librairie Bulle en Stock. Antonio et moi, on s'était déjà rencontrés sur un premier album qui s'appelait ADA. Comme à chaque fois que je travaille avec un dessinateur, en fait, je m'imprègne d'abord de son univers avant de concevoir une histoire. Je suis parti de l'univers d'Antonio et j'ai écrit l'histoire d'Accords sensibles. Il y avait aussi une demande d'Antonio au niveau de l'ambiance, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on retrouve un peu l'ambiance de la série Mad Men, pour ceux qui connaissent. Il m'avait donné aussi certaines références de films des années 50, donc des films américains, aussi certains acteurs de vieux films américains, des films d'Hitchcock et d'acteurs de cette époque-là. J'écris pas pour des lecteurs en particulier, mais en tout cas j'aime bien m'adresser à la fois à à leur ressenti et puis aussi à leur intelligence. C'est pour ça que l'histoire aussi peut paraître assez complexe. En fait, c'est une histoire qui est très simple, mais qui est construite d'une façon complexe en fait. Et c'est ce qui m'intéressait là-dedans. Le principe, c'est qu'on a différents points de vue en fait sur la même histoire et avec à chaque fois le même thème qui est abordé. Pas des amours impossibles, mais disons des amours qui n'aboutissent pas, des non-dits, des rencontres qui se font sans se faire. Le but du jeu, c'était de faire vraiment des histoires intimistes, où on retrouve le questionnement que tout un chacun peut retrouver à la fois sur soi, sur l'amour, sur la façon de percevoir les autres et de ressentir ce que les autres ressentent de nous. Je dois retrouver un peu de moi dans chacun des personnages, aussi bien masculin que féminin d'ailleurs. Tous les personnages en fait dans cette histoire-là ont à leur façon en fait une difficulté à communiquer avec les autres. Et en plus de ça, il y a chaque personnage, dans chaque histoire, on se rend compte que déjà cette difficulté de communiquer est en plus entravée par l'intervention de l'un des autres personnages. Je suis pas du tout un spécialiste de jazz, mais là encore, c'est vraiment c'est plutôt je dirais l'influence du dessinateur d'Antonio, et puis aussi l'influence de l'époque, c'est-à-dire que le jazz c'est quand même une des musiques marquantes des années 50. Et on a voulu qu'on retrouve un peu cet esprit-là. C'est pour ça que c'est vrai que le personnage principal, effectivement, c'est le jazz. C'est aussi le Gordon Quartet, qui est l'orchestre en fait, qui est mis en avant dans l'histoire, avec comme personnage marquant le chanteur trompettiste qui a un peu inspiré de Chet Baker. L'univers jazzy d'Accords sensibles se mêle à celui de l'exposition universelle de Bruxelles, qui sert de toile de fond à l'histoire. Alors au départ, c'était pas du tout prévu pour se passer à Bruxelles. Moi, j'étais plus dans une ambiance soit parisienne, soit États-Unis, enfin New York, années 50. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Antonio Lapone, le dessinateur, qui est un dessinateur italien, donc qui habitait à Turin, a rencontré une Belge, donc qui est devenue sa compagne, et il s'est installé en fait à Bruxelles. Et donc ça a été à la fois la rencontre de Virginie, sa compagne, et puis celle de la ville de Bruxelles qu'Antonio ne connaissait pas ou mal. Et en plus de ça, il y a eu une exposition qui a été faite sur l'exposition de 1958, je crois l'année dernière,
ou il y a 2 ans. Et donc Antonio a découvert à cette occasion-là tout ce qu'il y avait eu à l'époque. Et c'est vraiment un univers dans lequel il se retrouvait complètement et qu'il a eu envie de mettre dans la bande dessinée. Et donc c'est pour ça qu'on voit l'atomium qui apparaît en fond de case parfois, enfin des choses comme ça, donc des petits clins d'œil sur cette expo-là. J'avais déjà des idées de lieux, donc je suis allé faire des repérages, c'est pour ça que j'ai pris en photo le parc, je crois que c'est le parc des Petits Sablons, quelque chose comme ça, le musée aussi sur la musique, puis des façades en fait, d'immeubles, etc. que j'ai envoyé à Antonio, puis après bon, il a pioché là-dedans pour s'en inspirer, puis de toute façon il s'est rendu sur place aussi, maintenant il habite tout près de Bruxelles. Je lisais énormément quand j'étais petit, de tout, des romans, des bandes dessinées, tout ce qui me tombait sous la main. Pour me punir, on m'interdisait même de lire. Je fais l'inverse avec mes enfants. En français, j'adorais les rédacs, je remplissais des pages et des pages et des pages. J'ai eu une grande frustration à partir de la seconde où on arrête les rédacs pour faire des dissertations, des choses comme ça, qui étaient un peu moins palpitants, parce que ça fait moins appel à l'imagination et plus un travail plus technique. Mais j'ai toujours aimé écrire des histoires et toujours eu l'envie d'en écrire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la bande dessinée. Et c'est comme ça que depuis Régis Sautière continue à écrire de belles histoires. Pour tout l'or du monde vient de paraître aux éditions Cadran. Yerzan et Abélard suivront respectivement chez Delcourt et Dargaud. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur TV Amiens. D'ici là, vous pouvez faire un tour sur le blog de l'émission délivrez-nous.tv. Je vous souhaite de belles lectures.